On va voir le cours sur les délires chroniques non dissociatifs. Il faut savoir que c'est un groupe hétérogène de pathologies qui ont comme caractéristique commune chronique, c'est-à-dire une évolution de plus de 6 mois, non dissociatif, il y a absence totale de syndrome dissociatif, une absence totale de signes déficitaires, pas de désorientation intellectuelle. Ce sont des pathologies qui sont très peu sensibles au traitement neuroleptique et qui ont un risque majeur de passage à l'acte. Ce sont des patients qui ont un bon fonctionnement sans traitement. On les voit de façon générale en consultation que lors des décompensations, notamment dépressives ou dans les cadres d'agitation psychomotrice. Comment est le délire? Le délire est systématisé. C'est quoi systématisé? C'est un délire qui est ordonné, qui est logique, qui est compréhensible et qui peut facilement entraîner l'adhésion d'autrui, c'est-à-dire que l'entourage du patient le croit jusqu'au stade de décompensation où là on se rend compte vraiment que c'est quelqu'un qui a un délire chronique. La thématique est souvent unique. Le mécanisme prépondérant des délires chroniques non dissociatifs est caractéristique de chaque type de délire. Dans les délires paranoïaques, le mécanisme prépondérant est l'interprétation. Dans la psychose hallucinatoire chronique, PHC, le mécanisme prépondérant, c'est les hallucinations. Dans la paraphrénie, c'est l'imagination. Selon le DSM-5, ce sont des délires qui se définissent par leur thème principal. L'érotomanie. L'érotomanie, c'est l'impression qu'a le patient qu'il est aimé par une personnalité non accessible. Le délire de jalousie, c'est la conviction inébranlable que le partenaire le trompe. Le délire somatique de persécution et de mégalomanie. Dans le DSM-4, la psychose hallucinatoire chronique est exclue de la caractérisation diagnostique. Par contre, elle reste dans la nosographie française. On va passer sur la caractérisation d'un délire. Je vous demande de vous référer au cours de sémiologie. Les premiers types de délires, c'est les délires paranoïaques. Dans les délires paranoïaques, le premier type délirant, c'est les délires passionnels. C'est quoi les délires passionnels? Les délires passionnels, comme le nom l'indique, de la passion, concernent les grands thèmes de la passion humaine. L'érotomanie, la jalousie, l'idéologie, la revendication. Le mécanisme, comme on l'a dit, est souvent unique. C'est un mécanisme interprétatif. C'est-à-dire l'interprétation des faits en fonction de sa conviction délirante. Le début, de façon générale, est brutal par une interprétation ou une intuition délirante qui s'enrichit secondairement de nombreuses interprétations. Je vous donne un exemple. Vous avez un patient qui a un délire de jalousie. Il est convaincu que son partenaire le trompe. Donc le début peut être brutal par une interprétation, c'est-à-dire qu'il a vu son partenaire parler avec quelqu'un d'autre. Donc, il a interprété comme étant il a interprété que son partenaire le trompe. Et cette thématique délirante va s'enrichir secondairement de nombreuses interprétations, c'est-à-dire qu'à chaque fois que son partenaire se fasse beau, met de nouveaux vêtements, parle au téléphone, il va croire qu'il est en train de parler avec son amoureux. Dans les délires passionnels, la participation émotionnelle est forte. C'est ce qui fait la gravité de ces types de pathologies et le passage à l'acte rapide, c'est-à-dire l'acte hétéro-agressif. Dans les délires passionnels, il y a les délires érotomaniaques. Érotomaniaque, c'est la conviction inébranlable qu'une personne célèbre ou bien inaccessible est amoureuse d'elle.
Il s'agit de patientes âgées de 40 à 55 ans, célibataires. Elles ont la conviction inébranlable que cette personne est l'amoureux supposé est incapable de lui révéler son amour. Il est contraint de le lui cacher et d'agir de manière contradictoire. Par contre, il lui fait passer des messages implicites. Je donne l'exemple d'une patiente qu'on avait hospitalisée pour un délire érotomaniaque. Elle était convaincue que le directeur, c'était une femme de ménage qui travaillait dans une société, elle était convaincue que le directeur de la société était amoureux d'elle. À chaque fois qu'il lui disait bonjour, il lui transmettait son amour et qu'il ne pouvait pas le révéler. Le lui révéler. Elle a été hospitalisée dans le cadre d'une dépression avec tentative suicidaire et le mécanisme de son délire était l'interprétation. Les délires érotomaniaques évoluent en 3 phases. La phase d'espoir. La patiente attend et poursuit la personne aimée. La phase de dépit, c'est la phase de dépit, c'est-à-dire quand elle se rend compte que la personne, l'amoureux supposé, n'est pas amoureux d'elle, la possibilité, dans cette phase-là, il y a la possibilité de tentative suicidaire. Et la phase de rancune, passage à l'acte hétéro-agressif. Le délire de jalousie concerne plus les hommes que les femmes. Ils ont un début insidieux et c'est la conviction inébranlable de l'infidélité du conjoint. Le patient surveille son conjoint, enquête sur lui, cherche des preuves. Le risque d'agression physique ou d'homicide ou de suicide est très important dans ce type de pathologie. Et ça qui s'associe régulièrement à un alcoolisme chronique qui peut aggraver les symptômes. Les délires de revendication, c'est la conviction inébranlable d'un préjudice subi. C'est-à-dire que le patient a subi un préjudice. Cela va entraîner de multiples plaintes, multiples procès. Dans le délire de revendication, on a l'hypocondrie délirante, c'est la revendication d'une faute médicale. Généralement après une intervention chirurgicale, quand le patient garde de la douleur, il a l'impression, la conviction délirante qu'il y a eu une erreur médicale qu'il va revendiquer. Les délires quérulents et processifs, c'est une demande de réparation judiciaire d'un griffe léger, réel ou non. Donc, le patient effectue plusieurs plaintes et revendications à l'égard des autorités, c'est la forme quérulente, ou carrément entreprend des actions judiciaires, c'est la forme processive. Les inventeurs méconnus, ils revendiquent des découvertes mineures, inutiles ou même fausses. Les idéalistes passionnés, qui revendiquent une idéologie politique, religieuse, etc. Après les délires passionnels, il y a les délires d'interprétation systématisée de sérieux et cap-gras. Ils se développent chez des patients, de façon générale, qui ont un trouble de la personnalité paranoïaque. Le début peut être brutal, après un facteur déclenchant, ou bien insidieux le plus souvent. Le patient commence à dire « quand on me regarde, on parle de moi, ce n'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui se passe ». Et les interprétations délirantes vont s'organiser secondairement en un système cohérent. C'est-à-dire que quand le patient rapporte son délire à sa famille ou à son entourage, on le croit. Et tous les événements rattachés seront rattachés au système délirant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout subit une interprétation délirante. Les thématiques, c'est la persécution sur les biens, la santé, voire la vie. Je vous donne l'exemple d'un patient qui travaillait dans une entreprise et qui était persécuté par son directeur parce que pour lui, il l'a empêché d'avoir la promotion.
Euh, et il donnait des arguments logiques à cela, c'est-à-dire qu'il est le plus ancien, il n'a pas eu cette promotion, et qu'il est le plus méritant. Il avait un délire pégalomaniaque. On ne veut pas me donner, me permettre une promotion parce que je suis une personne qui est importante, je suis meilleure qu'eux, donc ils veulent me dégrader. Cette thématique délirante paraît cohérente et a entraîné l'adhésion de son entourage jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé pour une hétéroagressivité envers son directeur. La structure se fait en réseau, c'est-à-dire elle concerne plusieurs domaines de la vie de la personne, jusqu'à ce que le patient ait l'impression qu'il est le centre d'un vaste complot, d'où la possibilité d'actes médico-légaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Les délires sensitifs de relations de Kretschmer viennent sur un trouble de la personnalité prémorbide de type sensitif. Il y a une hypersensibilité des relations avec les autres, vulnérabilité et tendance à intérioriser les échecs relationnels et affectifs, faible confiance en soi et un repli sur soi. La décompensation se fait souvent suite à un événement déclenchant, des événements pénibles, des frustrations, répétition d'échecs. La thématique est de persécution, d'humiliation, l'impression qu'on subit une hostilité. Avec des idées de référence, on parle de moi, on se moque de moi, et avec une culpabilité importante, je mérite cette hostilité car j'ai commis des fautes. Il n'y a pas de revendication, contrairement au délire paranoïaque, il y a une résignation, ce qu'on appelle une résignation passive, c'est-à-dire que le patient accepte cette thématique délirante avec beaucoup de culpabilité et beaucoup de passivité. Une participation affective forte à tonalité dépressive, c'est-à-dire qu'il vit ce délire avec une grande tristesse et une grande honte, un sentiment d'échec et de culpabilité et d'anxiété. Et il s'organise en secteurs. Pour la psychose hallucinatoire chronique, elle concerne des patientes célibataires entre 30 et 40 ans. La thématique délirante est polymorphe, avec persécution, possession, une thématique sexuelle et influence. Les mécanismes, comme le nom l'indique, il est hallucinatoire, surtout auditive, des voix menaçantes ou insultantes, des bruits, olfactives, odeurs de gaz, d'excréments, gustatives, empoisonnement, synesthésiques, centrées sur la sphère génitale. C'est des patientes qui ont l'impression qu'elles ont été abusées à distance. L'automatisme mental est constant. C'est un sentiment de devinement et de vol de la pensée. D'écho de la pensée, commentaire des actes, pensée imposée, avec à la fin un syndrome d'influence avec acte imposé. La participation émotionnelle est forte, à tonalité anxieuse ou dépressive. La conviction délirante est forte, avec des réactions pathologiques, dialogue avec les voix qu'elles entendent, l'attitude d'écoute, les moyens de défense contre les hallucinations. Il faut savoir que la psychose hallucinatoire chronique est considérée dans le DSM-5 comme étant une forme de schizophrénie. Dans la paraphrénie, quand on parle de paraphrénie, il faut penser à l'auteur d'Harry Potter. C'est des pathologies qui sont rares. Là encore, ils ne sont pas décrits dans le DSM-5. L'âge de début est entre 30 et 45 ans. C'est un mode de début insidieux le plus souvent. La thématique délirante est fantastique, avec un univers surréaliste sans référence connue d'espace et de temps,
des dimensions cosmiques, spirituelles ou mythologiques, je vous demande de vous référer au film d'Harry Potter et vous pouvez comprendre les thématiques délirantes. La thématique délirante peut aussi être mégalomaniaque. Le patient est la figure centrale du récit. Il a un rôle à accomplir. Il est le roi, le prophète. Et il peut être victime de persécution par de la magie, de l'envoûtement et l'empoisonnement. La structure est riche. Le délire est riche en structure, en secteur. Il n'est pas systématisé, avec une participation affective intense, à tonalité exaltation. Le patient a une bonne adaptation à la réalité extérieure avec juxtaposition du monde délirant et du monde réel. Les diagnostics différentiels des délires paranoïaques sont les troubles liés à l'usage de substances et une étiologie organique. Dans la psychose hallucinatoire chronique, le diagnostic différentiel, c'est la schizophrénie, et dans les paraphrénies, c'est la schizophrénie, et il faut éliminer une étiologie organique. L'évolution de la psychose hallucinatoire chronique se fait par poussée. Sous traitement neuroleptique, il y a un enquistement du délire, c'est-à-dire que le délire reste là. Il n'est plus envahissant. Le patient peut critiquer de façon partielle. Il peut évoluer aussi à la dépression dans 10 à 25% des cas. Le pronostic de la PHC est globalement assez bon. La paraphrénie évolue aussi par poussée. Le délire reste fixe. C'est des patients qu'on a dit sont adaptés à la réalité souvent longtemps. Et il y a une évolution possible sur un mode schizophrénique. Les délirants paranoïaques ont un retentissement socio-professionnel qui est variable, qui évolue aussi par poussée-rémission. Et la possibilité d'épisodes dépressifs avec risque de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif, notamment les actes médico-légaux, les conduites addictives, les fuites. Souvent, on note une atténuation des symptômes avec l'âge. Il n'y a pas de traitement bien codifié pour les délires chroniques non dissociatifs. Le traitement repose essentiellement sur les antipsychotiques et l'instauration d'un cadre thérapeutique qui vise à préserver l'insertion sociale de ces patients et à éviter surtout les complications médico-légales. Dans la PHC, on hospitalise quand l'indication se pose, soit pour faire un bilan d'organicité, soit pour poser le diagnostic, soit quand il y a un risque d'auto- ou d'hétéro-agressivité. Dans la paraphrénie, les antipsychotiques sont efficaces sur les hallucinations, sur l'exaltation de l'humeur, mais ils sont très peu efficaces sur les idées délirantes qui restent fixes. L'adhésion au traitement est très difficile chez les paraphrènes. Dans les délires paranoïaques, l'attitude à adopter est une attitude qui doit être neutre, avec une distance du patient qui est adapté, et ne pas critiquer de façon directe. L'hospitalisation est nécessaire quand il y a un risque hétéro-agressif ou auto-agressif. Les neuroleptiques sont très peu efficaces sur la thématique et les interprétations délirantes, mais ils atténuent quand même la conviction du délire, l'angoisse et l'agressivité. Donc ils agissent de façon partielle sur le délire. Le traitement antidépresseur, bien sûr, si dépression associée, et il est systématique si on a un délire de relation des sensitifs de Kretschmer. Le délire peut être longtemps caché par le sujet et ne se révéler qu'à l'occasion d'une phase d'exaltation passionnelle ou d'un passage à l'acte délirant. Les délires chroniques non dissociatifs évoluent par poussée-rémission. Ils sont très peu sensibles au traitement neuroleptique.